Eh bien, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Nicolas Hautefray, professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Benjamin Franklin d'Orléans. Et je viens vous parler aujourd'hui de la classe préparatoire PTSI, Physique, Technologie et Sciences de l'ingénieur, qui est une des classes préparatoires scientifiques qui permet de passer les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Alors, je vais déjà essayer de répondre à quelques questions sur comment devenir ingénieur. Et oui, sur ma présentation, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions, hein. J'essaie de garder le fil de discussion ouvert pour essayer de vous répondre en direct euh, si besoin. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, sinon à la fin, il y aura évidemment un temps d'échange pour répondre à vos questions. Alors, première question, c'est comment devenir ingénieur et même de manière un peu plus pragmatique, qu'est-ce qu'un ingénieur? Il faut savoir que un ingénieur, c'est quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, donc délivré par une école d'ingénieur et qui travaille dans un domaine qui peut être aussi bien les transports, l'énergie, l'agroalimentaire, la santé, l'informatique. C'est vraiment dans la plupart, dans tous les domaines qu'on peut imaginer aujourd'hui. Il y a même des ingénieurs qui rentrent dans la finance, dans les banques. Donc c'est vraiment un métier avec une grande diversité possible de domaines d'activité et également de type de travail au sein de l'entreprise. Ça peut être un ingénieur au sens le plus logique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va résoudre des problématiques d'ingénierie. Ça peut être quelqu'un qui va manager une équipe, quelqu'un qui va être commercial pour essayer de vendre des produits avec évidemment une connaissance technique très poussée du produit. Ça peut être des cadres, des chercheurs, aussi bien des enseignants. Alors les enseignants ne sont pas nécessairement des ingénieurs, mais il y a beaucoup de professeurs qui sont des ingénieurs. Donc voilà, les emplois peuvent être dans différents secteurs donc, qui sont représentés ici. Donc c'est vraiment réparti de manière relativement équitable. Et comment on devient ingénieur? Donc je vous l'ai dit, il faut obtenir un diplôme d'ingénieur. En fait, ingénieur, c'est un titre qu'on obtient après la délivrance d'un diplôme qui est délivré par une école d'ingénieurs qui est habilitée par l'État pour délivrer ces diplômes. Donc, c'est un petit peu différent du poste d'ingénieur qu'on peut occuper dans une entreprise, avec ou sans diplôme d'ingénieur. En tout cas, là, l'objectif, c'est de devenir ingénieur en ce premier sens, c'est-à-dire obtenir ce diplôme. Pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il existe une centaine d'écoles d'ingénieurs en France, même plus d'une centaine, qui, en général, se font en 3 ans, puisqu'elles permettent l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de niveau Bac plus 5, et les 2 premières années étant les cycles de classe préparatoire, qu'ils soient intégrés à l'école d'ingénieur ou externalisés en lycée, comme la classe préparatoire PTSI que je vous présente aujourd'hui. Alors, ces écoles d'ingénieurs, elles sont soit généralistes, on peut citer des exemples, hein, les arts et métiers, les CINSA, Centrale Supélec, bon, on va en citer beaucoup d'autres. Elles peuvent être un peu plus spécialisées dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine des télécoms. Euh, elles- il existe aussi des écoles un tout petit peu différentes, qui sont les écoles normales supérieures, qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs à proprement parler, mais dont la voie de recrutement est la même que ces écoles d'ingénieurs, et qui, elles, leur but, c'est de former les enseignants et les chercheurs. Donc elles sont plus faites pour préparer au concours de l'enseignement, par exemple l'agrégation, et encourager les étudiants à aller plus loin jusqu'au doctorat, par exemple. Ceci dit, beaucoup d'ingénieurs des autres écoles d'ingénieurs peuvent aussi faire des doctorats dans des laboratoires de recherche. Puis on peut citer également aussi l'école polytechnique, très connue. Donc voilà, les, les écoles d'ingénieurs. Et donc pour intégrer une école d'ingénieurs, ben, l'une des possibilités, c'est de passer par une CPGE, une classe préparatoire aux grandes écoles. Euh, donc qu'est-ce que c'est et puis comment trouver celle qui sera la plus adaptée à votre profil, à votre objectif. Donc, les études supérieures, quand on est dans un bac général, normalement, les élèves qui sont présents aujourd'hui sont en bac général. Pour intégrer l'école d'ingénieurs, donc les 2 parcours les plus classiques, c'est soit la prépa intégrée aux écoles d'ingénieurs, donc à ce moment-là, on passe 5 ans dans l'école d'ingénieurs, soit la CPGE scientifique dans un établissement, dans un lycée, pour passer les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Donc la différence, c'est que le concours d'entrée en sortie des CPGE dans les lycées ouvre
à quasiment toutes les écoles d'ingénieurs de France, alors que quand on est dans la prépa intégrée, on est déjà a priori dans l'école que l'on va faire pendant 5 ans. Il existe d'autres passerelles, hein, si on passe par l'IUT ou si on passe par l'université, il y a toujours des passerelles pour réintégrer ces écoles d'ingénieurs. Voilà un petit peu ce qui s'offre à vous derrière pour devenir ingénieur et voire docteur après ces études d'ingénieur. Pour ce qui concerne la prépa PTSI, dont la deuxième année s'appelle PT, physique technologie, la grande majorité des élèves intègrent une école à l'issue du concours qui a lieu en fin de deuxième année. Mais il y a des passerelles. En fin de première année, il existe aussi des concours pour certaines écoles d'ingénieurs ou alors des possibilités d'entrer en deuxième année de licence. Il faut savoir que les conseils de classe de ces PGE délivrent les crédits ECTS, qui sont les crédits européens délivrés par les universités. Et donc, en délivrant ces crédits ECTS, ça vous valide les différents semestres passés en prépa. Donc, en fin de première année, on a une équivalence à Bac+1 qui permet d'intégrer une autre formation éventuellement. En fin de deuxième année, outre le concours qui est l'objectif principal des élèves de ces PGE, il est possible d'intégrer des écoles d'ingénieurs sur dossier, des écoles d'ingénieurs comme l'INSA, l'UTC, qui sont des écoles d'ingénieurs classiques qui offrent aussi une prépa intégrée par ailleurs, mais à la fin de ces 2 premières années de prépa intégrée, ils recrutent aussi des étudiants qui viennent de prépa à lycée. Il existe aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent des cursus par apprentissage, et la plupart du temps, elles sont aussi accessibles sur dossier. Et puis, il y a toujours la possibilité également d'entrer à l'université en L3, puisque comme on a validé le niveau L1 en fin de première année, on a également validé éventuellement le niveau L2 en fin de deuxième année. Donc en fait, c'est pas une voie très fermée, même si c'est pas une voie diplômante, c'est-à-dire qu'à la fin de 2 années de CPGE, on n'obtient pas un diplôme. On passe un concours pour entrer dans une école d'ingénieur qui nous délivrera le diplôme. Néanmoins, on a les équivalences qui nous permettent d'intégrer d'autres cursus de formation. Donc voilà, c'est pas une voie dangereuse si finalement on trouve que c'est trop difficile. Il y a quand même des portes de sortie à différents moments. Pour les prépas en général, toutes filières confondues, les chiffres de 2019, il y avait 27 000 inscrits au concours. Les élèves passent des épreuves écrites. S'ils réussissent ces épreuves écrites, ils sont dits admissibles. Donc il y a 86% des élèves qui passent le concours qui sont admissibles en 2019. Et ensuite, parmi ces 23 237 élèves, il y en a 20 000, un peu plus de 20 000, qui ont eu une proposition d'école, c'est-à-dire à qui on a donné la chance de rentrer dans une école. En réalité, il y en a un peu plus que du nombre de places, puisque certains vont faire le choix volontaire de redoubler parce qu'ils n'ont pas obtenu l'école désirée. Au final, il n'y a qu'un taux de remplissage d'à peu près 90%, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu de place dans les écoles d'ingénieurs, elles ne remplissent pas complètement. Donc voilà, c'est pas non plus une filière complètement fermée, même si au départ il y a plus de candidats que le nombre de places, en réalité les écoles ne remplissent pas complètement. Et l'objectif de la prépa, c'est de développer le potentiel de chacun afin d'intégrer la meilleure école possible. Ce mot de meilleur, chacun se fera son idée de l'école qu'il souhaite intégrer. Il n'y a pas un classement, déjà il y a plusieurs classements d'écoles qui existent, et puis chacun, en fonction de ses envies de carrière, de ses appétences dans les différentes disciplines, choisira éventuellement l'école qu'il souhaite intégrer. Et en fonction, bien sûr, de ses capacités, parce que toutes les écoles ne sont pas égales sur la difficulté à les intégrer. Si on peut citer quelques atouts de la classe prépa, c'est déjà la quasi-certitude d'obtenir un diplôme d'ingénieur de niveau Bac+5. En général, les élèves qui rentrent en prépa finissent quelques années plus tard avec ce diplôme d'ingénieur, en ayant fini la prépa ou non, en ayant éventuellement rebasculé vers d'autres formations. Un des gros avantages aussi, c'est le coût. Le coût de la prépa dans un lycée public, il est comparable à celui du secondaire. On est dans une formation dans un lycée, donc il n'y a pas de frais d'inscription comme on aurait dans certaines écoles privées éventuellement ou autres. Il faut juste savoir qu'un élève de CPGE a aujourd'hui l'obligation de s'inscrire à l'université en parallèle, et donc finalement le coût de la formation se résume à ce coût d'inscription à l'université, donc les mêmes coûts que finalement l'université.
Et un autre coût qui arrive, c'est en fin de deuxième année, à l'inscription au concours, on doit payer les écoles pour lesquelles on présente le concours. Mais ça reste un coût qui est moindre par rapport à la plupart des formations qu'il y a autres que celle-ci. Dans le supérieur, la possibilité d'obtention des bourses est généralement un peu plus simple que dans le secondaire. Donc, on a beaucoup d'élèves, en tout cas nous, dans notre lycée, on a beaucoup d'élèves boursiers. Et puis un autre avantage des classes prépa, c'est le suivi pédagogique renforcé, tout simplement parce qu'un professeur a généralement une classe. Le professeur de maths a uniquement une classe, le professeur de physique également. Et donc, même si c'est parfois des classes qui sont d'effectifs un peu importants, jusqu'à 48 au maximum, nous, au lycée Benjamin Franklin, on en est encore un peu loin, mais chaque professeur n'a qu'une classe et donc connaît parfaitement ses élèves. Et parfois, même, on a des travaux dirigés, des TP en petits groupes, demi-classe, tiers de classe éventuellement. Et donc, ça permet aussi d'avoir un suivi pédagogique vraiment affiné pour chacun des élèves. La prépa, un de ses gros atouts également, c'est l'acquisition des méthodes de travail. Le programme de CPGE, quelle que soit la filière, est un programme qui est assez dense. Et de fait, il y a une charge de travail importante. Et donc, en prépa, on acquiert les méthodes de travail qui permettent de réussir et de ne pas se laisser un peu surmonter par cette charge de travail. Et puis, une dernière chose, c'est toujours très valorisé d'avoir fait une prépa quand on essaie de se faire embaucher plus tard, une fois qu'on est déjà devenu ingénieur. C'est quand même un vrai plus qui est reconnu par les entreprises. Et donc, maintenant, on arrive au choix de la prépa. Donc, il faut oser la prépa, il ne faut vraiment pas hésiter à venir. Mais quelle prépa choisir? Alors, les différentes filières scientifiques accessibles depuis une terminale générale sont représentées ici, avec alors une prépa un petit peu à part, à droite, tout à droite, la BCPST, qui est une prépa euh, plutôt orientée biologie, et dont les débouchés sont les écoles d'agronomie et vétérinaire. Je ne vais pas vous parler de cette prépa parce que je la connais très mal, mais c'est une des prépas qui s'offre très bien. Et les autres filières, les quatre filières scientifiques, les quatre autres filières scientifiques qui intègrent à chaque fois le SI de sciences de l'ingénieur, à l'exception éventuellement de la MP2I, c'est la MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, très orientée mathématiques, la MP2I, mathématiques, physique et ingénierie informatique qui intègre les maths et l'informatique principalement, la PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur qui est très orientée physique-chimie, et la PTSI que je représente, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, qui est très orientée sciences de l'ingénieur et technologie. Ces 4 premières années permettent de déboucher vers 5 deuxièmes années. En fait, chaque première année a sa deuxième année, à l'exception de la PCSI qui a 2 deuxièmes années possibles, physique-chimie ou physique-sciences de l'ingénieur. Sachant que cette voie PSI est en réalité la prépa qui serait accessible depuis n'importe quelle première année, mais le programme est vraiment fait pour ceux qui auraient suivi une PCSI. Donc voilà, si on sait déjà, par exemple, qu'on adore les maths ou qu'on adore la physique ou qu'on adore plutôt les aspects très pratiques, on choisira une filière en fonction de ça. Et à la fin de ces 2 années de prépa, on passe le concours pour les écoles d'ingénieurs. Et il y a un concours spécifique pour chacune de ces 5 filières. Mais les écoles d'ingénieurs accessibles sont les mêmes écoles, quelle que soit la filière, avec un ratio du nombre de places sur nombre de candidats qui varie en fonction des filières et en fonction des écoles. Pour la filière PTSI-PT que je représente, l'école phare qui recrute sur cette filière, c'est l'école des arts et métiers Paris-Tech, une très grande école d'ingénieurs généralistes assez orientée mécanique. Si on sait qu'on veut aller dans cette école, typiquement, c'est vraiment la filière la plus logique, la plus simple finalement pour intégrer cette école. Mais pour d'autres écoles d'ingénieurs, ce serait dans les autres filières. Donc il y a 2 aspects à prendre en compte. Il y a l'appétence pour la dominante, mathématiques, physique, informatique, sciences de l'ingénieur, mais également l'école, si on a déjà une vision à 2 années juste après la prépa, si on sait déjà quelle école on veut intégrer, on peut aller regarder quelle est la voie la plus logique. Donc si on continue avec les différentes
les différentes matières. Donc, si on aime vraiment beaucoup les maths très théoriques, les filières MPSI et MP2I sont un peu plus adaptées. Si on aime plus les maths pratiques, plutôt PCSI ou PTSI. Faut savoir que je vous montre les horaires derrière, mais en PTSI, en PCSI, il y a quand même beaucoup d'heures de maths, même s'il n'y en a pas autant qu'en MPSI et MP2I. Euh, si on préfère vraiment la physique théorique, la PCSI sera plus adaptée. Et si on aime beaucoup ce qui est pratique, les TP de physique, les sciences de l'ingénieur, la technologie, là, on ira plutôt sur la PTSI. Et l'informatique encore en MP2I. Alors, je précise bien que la MP2I n'est pas une prépa informatique, hein, c'est une prépa maths informatique. On va s'en rendre compte en regardant les horaires. Sur la MPSI et la MP2I, pour les deux, il y a 12 heures de maths, le programme étant le même. C'est juste que sur la MP2I, vous avez potentiellement plus d'informatique qu'en MPSI et moins de sciences de l'ingénieur. Donc c'est le même volume horaire, mais ce qui était sciences de l'ingénieur en MPSI passe en informatique en MP2I. En PCSI, on met l'accent, donc je vous l'ai dit, sur la physique-chimie, et en PTSI, on met l'accent sur les sciences industrielles de l'ingénieur, et vraiment sans commune mesure avec les autres filières. On passe de 2 à 4 heures à 8h30 à 10h30 de sciences de l'ingénieur. Mais néanmoins avec des maths à hauteur de 9 heures quand même en PTSI et 8 heures de physique-chimie. Et puis après, on complète avec de l'informatique, de la LV1, du français et un TIPE qui est à peu près l'équivalent du TPE que vous auriez déjà fait. Donc, voilà. Hop. J'ai fait une mauvaise manip. Non, c'est ici. Voilà. Et donc, une partie des lycéens n'a encore jamais fait de sciences industrielles de l'ingénieur. Et si je reviens sur la diapo précédente, il y en a quand même, bon, même s'il y en a beaucoup en PTSI, il y en a quand même dans les autres filières. Donc, qu'est-ce que ça peut représenter, les sciences de l'ingénieur, pour ceux qui n'en ont jamais fait? Eh bien, ça consiste en l'analyse, la conception, la réalisation des systèmes pluritechniques qui nous entourent. Donc, on a un laboratoire de sciences de l'ingénieur dans lequel on va retrouver des systèmes que l'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours. Ça peut être un drone, ça peut être un stabilisateur de caméra, ça peut être une direction assistée de voiture, ça peut être un pilote automatique de bateau, une cordeuse de raquettes de tennis, que c'est encore beaucoup de systèmes que l'on pourrait retrouver. Et donc, on va les analyser, on va essayer d'en sortir des modèles et de comparer les modèles à ce qu'on voulait dans la réalité, de faire des expériences aussi dessus et de comparer ces résultats d'expérience avec des résultats de simulation. Et tout ça, autour de connaissances liées à la mécanique, aux sciences des matériaux, à l'automatique, à l'informatique, à l'électronique, à la fabrication, et j'en passe. Et donc, là, on est au cœur du concret, de ce qu'on peut toucher du doigt. Donc, la filière PTSI-PT est la filière vraiment la plus concrète. Et les maths et la physique qui sont enseignées aussi sont très axées sur le concret, sur des maths appliquées, de la physique appliquée. L'essentiel de l'enseignement est fait par petits groupes dans les laboratoires. Sur les 10h30 qui sont annoncées, il n'y a que 2 heures en classe entière. Tout le reste se fait en travaux dirigés ou en travaux pratiques. Et donc, la CPGE à Benjamin, alors j'ai marqué TSI, on a également une CPGE à destination des bacs STI 2D. Mais normalement, là, aujourd'hui, vous n'êtes que en bac général, donc je m'attarde uniquement sur la PTSI PT. À la fin donc, de l'année, de la deuxième année PT, on passe le concours dit de la banque PT. Et donc, il y a à peu près, là, en 2020, il y avait 2110 places à pourvoir. Le nombre de candidats tourne autour de 2500. Donc, une répartition quand même qui est très favorable à notre filière, que je vous montrerai après. Et sur ces 2000 places, il y en a déjà 550 qui sont offertes par Arts et Métiers Paris-Tech, par l'ENSAM. Et puis après, il y a des banques de concours, concours commun INP, concours Polytech, concours central, concours Minpon, qui offrent chacun un certain nombre de places pour au final avoir un ratio du nombre de places sur le nombre de candidats qui est très favorable. Là, ce sont les chiffres de 2017,
mais ces chiffres actualisés donneraient à peu près les mêmes proportions. À savoir que quand on rentre dans la filière MPSI-MP, il y avait 55 places pour 100 candidats. En physique-chimie, 67 places pour 100 candidats. En PSI, physique, sciences de l'ingénieur, 69 places pour 100 candidats. Et en PT, 82 places pour 100 candidats. Donc vraiment, a priori, 82% des élèves qui rentrent en PTSI-PT peuvent intégrer une école d'ingénieur, si on résume un petit peu. Sachant que ça ne représente que les écoles accessibles sur le concours de la banque PT. Si vous rajoutez à ça les écoles qui sont accessibles sur dossier, donc aussi bien les écoles par apprentissage que les écoles que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, on arrive à des chances d'intégration qui sont très proches de 100%. Donc, c'est pas du tout une voie dangereuse, une voie fermée. Il y a vraiment, on n'est pas sur une filière où il y a 10 places pour 100 candidats, pas du tout. Une des spécificités également de la PTSI, c'est la répartition des enseignements. Vous avez vraiment 4 pôles qui sont assez homogènes. Les 3 pôles scientifiques, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, et un pôle littéraire, français et anglais, qui, en termes de volume horaire, est à peine plus petit que les autres, mais en termes de coefficient au concours, d'importance dans la notation le jour du concours, est tout à fait équivalent aux autres domaines. Et le type d'enseignement se fait pour moitié en classe entière et à peu près pour un quart et un quart en travaux pratiques et en travaux dirigés en demi-groupe. Donc aussi beaucoup d'enseignements en demi-groupe, ce qui est aussi une force de cette filière. Bon, là, une semaine type ici chez nous au lycée Benjamin Franklin en PTSI. Une semaine du lundi matin 8h au vendredi 18h. On voit, bon, on n'a pas de cours le samedi matin, nous, puisqu'on a un internat mais qui ferme le week-end, et donc il n'étant pas ouvert le vendredi soir, il n'y a pas cours le samedi matin. Donc ça fait une semaine un peu dense quand même entre le lundi matin et le vendredi soir. On note 4 heures de devoirs surveillés tous les lundis matins. Et puis des créneaux avec marqué colle ici, qui sont en fait des heures d'interrogation orale. Les élèves se retrouvent par petits groupes de 3 devant un enseignant qui donne un exercice à résoudre à chaque élève. Et donc ça, ces heures de colle, il y en a 2 par semaine. Et une semaine, ça va être par exemple 1 heure de maths, 1 heure de physique. Et la semaine suivante, 1 heure d'anglais et 1 heure de sciences de l'ingénieur. Et puis ça reprend la semaine suivante pour tourner comme ça. Le devoir surveillé de tous les 4 heures fait qu'en fait, toutes les 4 semaines, vous avez donc une semaine maths, une semaine physique, une semaine essai, une semaine français ou anglais. Donc toutes les 4 semaines, vous vous retrouvez avec un gros devoir sur chacune des disciplines scientifiques. Cette organisation, en devoir et en heures d'interrogation, plus éventuellement des devoirs maison qui sont donnés à faire en semaine, force finalement à travailler de manière assez régulière pour ne pas décrocher et donc réussir l'apprentissage en CPGE. Ce qui est un fonctionnement qui va être assez différent d'un fonctionnement peut-être plus universitaire où vous auriez un partiel en fin de module ou en fin de semestre, où si vous n'êtes pas un peu pris en main, vous révisez au dernier moment. Là, en prépa, et quelle que soit la prépa, hein, vous n'avez pas le choix finalement, le rythme impose un travail tout à fait régulier. Vous voyez aussi des créneaux de PS, hein, d'heures de sport. Alors il n'y a pas de programme de PS à proprement parler, mais il y a des professeurs de PS qui sont disponibles sur ces créneaux-là pour encadrer les étudiants sur la base du volontariat pour faire du sport, se dépenser principalement. On encourage vivement les étudiants à s'aérer d'esprit comme ils le peuvent, et donc le PS en fin de journée, la semaine, est une très bonne chose pour ça. Si je continue donc avec le concours de la banque PT spécifiquement, c'est 120 écoles d'ingénieurs, d'écoles relativement modestes à des écoles extrêmement prestigieuses. Et les écrits de ce concours sont regroupés sur 8 journées d'épreuves. Je peux vous montrer juste après voilà, à quoi ça ressemble. Donc, le concours 2021, parce que j'ai pas encore vu le planning pour 2022, mais le concours 2021 s'est déroulé du lundi 3 mai au mercredi 12 mai, donc sur 8 journées, donc en enlevant le
le week-end. Et sur ces 8 journées, il y a 3 épreuves de sciences de l'ingénieur, 3 épreuves de mathématiques, 2 épreuves de physique, une épreuve d'informatique et modélisation, 2 épreuves de français et 2 épreuves d'anglais. Et donc chaque école d'ingénieurs ou chaque groupe d'écoles d'ingénieurs choisit finalement quelles épreuves ils vont prendre en compte dans leur classement et quels coefficients ils décident d'affecter à chacune de ces épreuves. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un certain nombre de chances. Si on rate une épreuve de maths ou une épreuve de SI, finalement, il y en a quand même 2 autres qui permettent de rattraper. Donc ça donnera peut-être un handicap pour les banques d'épreuves qui considéraient cette matière avec un coefficient important, mais ça permettra aussi d'avoir toutes ces chances dans d'autres disciplines. Je vous mets en comparaison les 18 journées dans les autres filières MP, PC, PSI, puisque c'est voilà, un fonctionnement différent. Là, chaque banque d'épreuves a son propre concours et donc les élèves sont en concours finalement depuis mi-avril jusqu'à mi-mai. Donc c'est une période qui est quand même beaucoup plus. Je reviens juste un peu en arrière. Au niveau national, plus de 90% des élèves inscrits sont admissibles à ce concours après les écrits. Et les épreuves orales sont organisées sous forme de banque d'épreuves. Donc on a tous les oraux de banque se passent en région parisienne, soit donc à Saclay, à Paris, pour les différentes épreuves. Et puis éventuellement, il y a d'autres écoles qui ne sont pas organisées en banque qui feront passer des oraux spécifiques dans leurs écoles ou également à Paris pour simplifier les trajets des candidats. Et donc, en cas d'échec, on peut redoubler sa deuxième année de CPGE, ce qui n'est pas le cas de la première année. Une année une première année de CPGE ne peut pas être redoublée, en tout cas pas dans la même filière. On peut éventuellement en première année, si on se rend compte que c'est un peu compliqué, on sent que on s'est trompé de filière, mais on aime bien quand même le principe de la CPGE, on peut éventuellement refaire une première année dans une autre filière. Par exemple, passer de la PCSI à la PTSI ou inversement. Et donc au final, en comptant les élèves qui choisissent de redoubler leur deuxième année, on arrive à des taux d'intégration qui sont très très importants. Et donc, quels sont les profils d'élèves qui sont faits pour aller en prépa? J'ai envie de dire, c'est donc tous les bacheliers de bac général, quelle que soit leur spécialité. Euh, Évidemment, on ne peut qu'encourager à avoir fait des maths et beaucoup de maths. Vous avez vu les volumes horaires de mathématiques qu'il y a en prépa, donc les maths sont vraiment très importantes. Et puis, pour la filière PT-SIPT, nous, on va étudier tous les dossiers. Donc, que vous ayez fait les sciences de l'ingénieur en deuxième spécialité de terminale, la physique-chimie, la NSI, voire la SVT, on va de toute façon étudier les dossiers et essayer de voir. Alors, ce qui va nous intéresser dans les dossiers, c'est évidemment vos résultats, votre niveau dans les différentes disciplines, mais surtout les appréciations de votre professeur sur votre capacité à travailler, à vous investir dans votre formation, parce que pardon, c'est vraiment ça qui va être le plus important en prépa, c'est d'être capable de fournir le travail nécessaire. Parce que bon, nous on est une prépa de province avec des effectifs qui sont assez faibles encore. Néanmoins, le programme il est le même que dans n'importe quelle prépa nationale, donc la charge de travail reste la même. Et donc, il faut savoir que par rapport à ce que vous fournissez comme travail en terminale, a priori, ce sera un peu plus important en prépa, ce qui vous sera demandé. Donc voilà. Mais les qualités qui vont être requises, c'est faut être motivé. Il faut savoir pourquoi on vient en prépa. On vient en prépa pour intégrer une école d'ingénieur et on sait que ça nécessite du travail. Euh, Néanmoins, à force de travail, on peut trouver aussi beaucoup de satisfaction à réussir à résoudre les problèmes qui sont posés dans les différentes matières, en maths, en physique, en sciences de l'ingénieur. Et donc, ce ne sera pas du tout un calvaire, au contraire, ça peut être très agréable d'apprendre et de se rendre compte qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on acquiert beaucoup de compétences. Et donc, il faut être conscient que vous allez devoir fournir dans la durée un travail régulier, mais il faut aussi avoir un esprit d'équipe parce que en prépa, finalement, en tout cas dans notre prépa, euh,
les élèves n'étant pas en concurrence les uns avec les autres, puisqu'il y a de la place pour tout le monde et puis qu'ils ne visent pas les mêmes écoles, il y a, il y a une vraie franche camaraderie dans la classe, il y a un vrai esprit d'équipe qui peut euh, qui est en place. Et donc, bah, il faut s'inscrire là-dedans pour travailler à plusieurs, pour s'épauler, euh, pour s'entraider. Donc, c'est vraiment important d'avoir cet esprit d'équipe. Et il faut surtout ne pas avoir peur. Les classes prépa ne sont plus ce qu'elles étaient, en tout cas l'image qu'on s'en faisait. Et donc, il ne faut pas forcément vous laisser intimider par ce que vous auriez entendu sur les classes prépa. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les témoignages de nos anciens élèves sur le site web du lycée, qui est rappelé également en bas de diapositive. Et si vous voulez surtout discuter avec nos élèves, nos portes ouvertes le 26 février 2022, elles auront lieu a priori en présentiel et nos élèves actuels ils seront présents et donc ils vous parleront de leur ressenti, de ce que c'est que de vivre la prépa et sans aucune langue de bois, soyez-en assurés. Euh, et donc, bah, est-ce que vous avez le bon profil? C'est trop difficile pour vous de le savoir, donc il ne faut surtout pas hésiter. Ça ne vous coûte pas grand-chose de déposer un dossier sur Parcoursup et de nous laisser le choix de vous dire oui, vous avez un profil qui est tout à fait adapté pour faire une classe prépa ou non, ce sera trop difficile. Donc, vraiment, postulez sur Parcoursup dans plein de filières, dans plein de lycées, laissez-vous un maximum de chances. Vous aurez le temps un peu plus tard de refuser éventuellement des propositions qui vous sont faites si vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc là, vous êtes dedans, là c'est le moment de vous inscrire sur Parcoursup, et ça je pense que vos professeurs vous sont déjà alertés et informés là-dessus. Sinon, le lycée Benjamin Franklin se situe dans le centre-ville d'Orléans, et au sein du lycée, il y a un étage, enfin un couloir qui est spécifique, avec des classes spécifiques au CPGE, donc il y a un petit peu isolé du reste du lycée, donc c'est un coin assez tranquille. Il y a trois zones, hein. Il y a la zone avec les salles de classe, il y a la zone avec les TP de physique, et puis la zone avec les TP de sciences de l'ingénieur. Mais globalement, c'est un peu un cocon au sein du lycée pour que vous soyez le mieux possible. Et puis, donc, il y a cet internat au sein du lycée, donc il ne faut pas hésiter à profiter. Il y a de la place, donc n'hésitez pas à faire des demandes aussi avec internat sur Parcoursup. Et je vous alerte sur le fait qu'aussi il faut faire une demande avec internat et sans internat, parce que si vous n'en faites qu'une des deux et qu'elle est refusée pour des raisons de disponibilité de place, vous ne pourrez pas venir sans internat, par exemple, si vous n'avez fait la demande qu'avec internat. Je vous l'ai déjà dit, hein, les professeurs sont dédiés à une classe, donc ça c'est un vrai point, et ça c'est quelle que soit la classe prépa, hein. Les travaux sont en petits groupes et les travaux dirigés et pratiques sont dans des laboratoires spécifiques. Le suivi est efficace avec les devoirs et les interrogations orales, et on accompagne tous les profils d'étudiants vers la réussite. Parce que les questions que vous vous posez souvent, c'est est-ce que je vais avoir le niveau? Nous, on recrute aussi bien des élèves qui vont avoir au bac une mention très bien que des élèves qui n'auront pas de mention au bac. Néanmoins, il y a de la place pour tout le monde en école d'ingénieur, donc on emmène tout le monde vers la réussite en essayant d'obtenir le meilleur de chacun pour que chacun soit satisfait de l'école qu'il va intégrer. Alors du coup, en termes de résultats, les résultats de l'année dernière, on a 35 élèves qui ont passé le concours, dont 9 qui étaient des redoublants, qui avaient donc déjà passé le concours une fois. Et parmi ces 35 élèves, euh, on, en a, on en a donc 5 qui ont intégré des écoles dites excellentes au sens très sélectif, très difficile à intégrer. Trois autres qui ont intégré des écoles un tout petit peu moins sélectives, mais néanmoins assez difficiles à avoir. Des écoles sur dossier également, deux élèves en école sur dossier également très sélectives, et ainsi de suite. Et donc on a finalement 5 élèves qui ont choisi de redoubler, mais sinon ils avaient obtenu des écoles. Il n'y a que 4 élèves qui n'avaient obtenu aucune école sur les 35, et ces 4-là ont décidé de redoubler évidemment pour retenter leur chance cette année. Et donc si je peux vous donner quelques exemples de nos élèves, bon, les diagrammes ne sont pas forcément très bien passés là, sur la présentation, mais quelques exemples pour vous donner une idée des profils des élèves. Je ne sais pas si je peux zoomer un petit
peu, voilà, on va faire comme ça. Pierre, qui était donc un élève du lycée Monod de Saint-Jean-de-Bray, qui avait, selon nos critères, une moyenne de 9,5, c'est-à-dire une moyenne pondérée avec un fort coefficient sur les maths, un coefficient aussi assez important sur la physique, pas la SI parce qu'il n'en faisait pas au lycée. Et donc vous voyez un petit peu là, ça représente sa moyenne sur 20 en première et terminale. Et bien Pierre, il a fait 5 demi, donc il a fait 3 ans de prépa, et il a intégré l'Institut Mines-Télécom de Lille-Douai, qui est une excellente école qu'il a intégrée sur dossier, et il est en apprentissage chez EDF, donc une très belle réussite. On avait également Robin du lycée Saint-Charles, qui avait une moyenne à 11,7, mais surtout qui n'avait pas la moyenne en maths, qui avait un niveau en maths qu'on aurait pu juger de faible. Et lui, il est rentré en 3 ans à l'école des arts et métiers. Donc, excellente école. Et ce qui est important, lui, sur son ressenti, c'est qu'il s'est fait de très très fortes amitiés en prépa. C'est vraiment ce qu'il a retenu. Donc il se dit pas, j'ai passé 2 ans et c'était horrible. Il se dit, moi, je me suis fait vraiment les meilleurs amis que je me suis jamais fait. Un autre exemple, donc là, on était sur des élèves, donc un élève avec un niveau général plutôt moyen, un élève qui avait un niveau correct, mais avec une vraie faiblesse en maths, néanmoins ça passe. Et puis un exemple d'un élève, un très bon élève, hein, qui avait quasiment 16 de moyenne au lycée Benjamin Franklin, et qui, sans redoubler, en 3,5, a intégré l'ISAE Supmeca, excellente école, qui était pris aux arts et métiers, qui a fait ce choix, lui, d'aller à l'ISAE Supmeca. Donc tout ça pour vous dire que un très bon profil obtient une très bonne école, on ne sait pas du tout un frein d'aller dans une prépa où finalement on recrute aussi des élèves beaucoup plus moyens qui intègrent aussi de très bonnes écoles. Et donc Léandre, il nous dit que lui, il a fourni la quantité de travail qui était nécessaire et elle était conséquente. Mais il estime que ce n'était pas difficile de faire ça du fait de l'encadrement auquel il a bénéficié. D'autres exemples, donc Thibaut avec un 11,7 qui intègre sans redoubler Grenoble INP, c'est une très belle réussite également. Il nous dit voilà, que pour lui, il avait un niveau très moyen au lycée, c'est ça son ressenti, hein. Niveau très moyen au lycée. Il ne faisait pas de SI au lycée et ça ne l'a pas empêché, sans redoubler, d'intégrer cette très bonne école. Donc lui, il souligne voilà, l'accessibilité des enseignants. Rémi, qui a intégré sans redoubler aussi l'ENSIP à Poitiers, avec un niveau, vous voyez, une moyenne à 10,9, donc un niveau moyen. Et puis un dernier exemple avec Alexane, qui sans redoubler également a intégré l'NCA. Et elle, pareil, elle estimait, c'est vrai qu'elle avait un niveau relativement faible en mathématiques, mais ça ne l'a pas empêché. Alors c'est une élève très sérieuse, hein, qui a beaucoup travaillé pour réussir, mais voilà, une très belle réussite également avec cette intégration sans redoublement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vais essayer maintenant de répondre à votre question et je vous rappelle tout de suite la journée portes ouvertes à laquelle vous aurez a priori les meilleures informations en interrogeant professeurs et étudiants qui sont là cette année. Donc voilà, je vous laisse ouvrir vos micros ou poser des questions dans le chat, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Les questions sont en train de s'écrire. Alors, quelle est la différence entre une CPGE et une prépa intégrée? La CPGE se passe dans un lycée, la prépa intégrée se passe dans l'école d'ingénieurs directement. Donc, quand on passe par une prépa intégrée, on passe 5 ans dans l'école d'ingénieurs. Quand on passe dans une CPGE, on fait 2 ans dans le lycée et 3 ans dans l'école d'ingénieurs. Les différences se font au niveau, d'une part, du contenu des enseignements. La prépa dans un lycée est tenue à un programme défini par l'éducation nationale, euh, avec un concours à la clé. Alors que la prépa intégrée, l'école est plus libre du programme qu'elle enseigne, généralement un peu plus orientée vers les besoins spécifiques de cette école. Et le passage de la prépa intégrée au cycle ingénieur derrière ne se fait pas par un concours, mais par une validation de type examen plutôt.
Juste pour information, les, quand on est dans une CPGE intégrée, une classe prépa intégrée, il faut quand même fournir le travail. Il n'y a aucune garantie, parce qu'on est rentré dans la prépa intégrée, d'avoir accès au cycle ingénieur. Il y a un certain nombre d'élèves euh, qui ne finissent pas ce cycle de prépa intégré et qui se retrouvent éventuellement dans les prépas classiques après, éventuellement. Très honnêtement, à mon sens, la CPGE est plus valorisée que la prépa intégrée, notamment de par le concours qui est à la sortie. Et quand on passe un concours, ça demande une certaine préparation, ça justifie qu'on est capable d'encaisser une certaine dose de stress. Et donc, cette validation par le concours est, euh, est importante. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, ce qui est le plus valorisé, c'est plutôt le nom de l'école d'ingénieur que l'on intègre. Et bon, je ne vais pas faire de la promo pour des écoles d'ingénieurs ou d'autres, mais quelqu'un qui ferait un cycle INSA en prépa intégrée, à la fin, il est ingénieur INSA et ça a une excellente renommée à comparer avec quelqu'un qui a fait une prépa classique et qui a intégré une école d'ingénieurs de même renommée que l'INSA, je sais pas, les arts et métiers, les deux seront très très bien valorisés. Donc c'est plutôt en fait le nom de l'école d'ingénieur plutôt que la prépa. Néanmoins, quand on est passé par une CPGE, il y a quand même ce côté concours qui est tout à fait valorisable. Euh, Pas de spé maths, mais maths complémentaires. Est-ce que je peux être sélectionné? Alors, oui, nous, on va étudier avec beaucoup d'attention, en particulier justement tous ces dossiers qui n'ont pas la spécialité maths, mais qui ont fait le choix de prendre d'autres spécialités et d'avoir les maths complémentaires. Nous, on va les étudier avec beaucoup d'attention. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est la motivation et le niveau en maths. Si le niveau en maths complémentaires et éventuellement en spé maths en première était faible, là, peut-être que ce sera trop difficile. Là, il faut regarder un petit peu au cas par cas. Euh, Ce que je peux dire, c'est que moi, je conseille de faire la spécialité maths, mais ceux qui n'ont pas fait la spécialité maths et qui ont quand même eu la bonne idée de faire maths complémentaires ont tout à fait le droit de postuler et toutes les chances d'intégrer. En tout cas, la PTSI, qui est un peu la moins maths de ces prépas, est peut-être la plus adaptée, en tout cas, pour faire ça. Euh, Comment choisir entre une école d'ingénieur public ou privée? euh, Il y a un vrai premier choix qui est le coût des études. Les écoles d'ingénieurs privés coûtent généralement assez cher. Les écoles d'ingénieurs publics, en général, beaucoup moins. Il commence à y avoir des écoles d'ingénieurs publics qui demandent des frais d'inscription qui augmentent pas mal ces derniers temps. Néanmoins, euh, je ne sais pas si je suis là pour donner des conseils sur les écoles d'ingénieurs en tant que telles, mais il y a d'excellentes écoles d'ingénieurs publics. Euh, voilà ce que je peux dire. Donc en fait, le choix, il se fait de toute façon après la prépa. Donc euh, voilà, je suis enseignant dans un lycée public, j'ai envie d'encourager à aller dans les écoles d'ingénieurs publics. Maintenant, chacun se fait son choix en fonction aussi de la spécificité de l'école. Les écoles privées, généralement, sont généralement spécialisées. Donc, il faut éventuellement voir si la spécialisation correspond aux attentes. Euh, Est-il préférable de pouvoir rentrer chez soi pour réussir en prépa? Alors, rentrer chez soi le week-end, je l'encourage. Rentrer chez soi le soir plutôt que d'être interne ou d'avoir un appartement, non, j'ai pas de. L'internat est une très bonne chose pour travailler. Il y a une émulation avec les différents internes, il y a des salles à disposition, il y a pas de temps de trajet le matin, il y a pas besoin de faire la cuisine, il n'y a pas besoin de faire le ménage. J'ai envie de dire, c'est des conditions qui sont assez idéales. Euh, Quelqu'un qui a un appartement tout seul ou en coloc, pas très loin du lycée, bon, il y a un peu plus d'autonomie, un peu plus de gestion à faire autour de la gestion du ménage autour quelque part, qui peuvent prendre un peu de temps. Maintenant, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment un gros frein. Mais si la question c'est entre l'internat ou prendre un lycée juste à côté de chez soi, je pense que finalement l'internat c'est une très bonne solution. Donc quelqu'un qui n'habiterait pas très très loin du lycée, mais qui aurait, je sais pas moi, une demi-heure ou trois quarts d'heure de route le matin, j'encourage à être interne finalement.
qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu correctement aux questions qui ont été posées? Alors, après une école d'ingénieur, peut-on encore continuer ses études? Oui, tout à fait. Beaucoup d'ingénieurs s'inscrivent dans des doctorats. Donc, le doctorat, ça va être 3 ans de plus pour arriver à un niveau bac plus 8. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs qui font ça. Euh, Ce qui leur permet donc d'avoir ce niveau doctorat et d'avoir fait de la recherche pour intégrer des postes clés de recherche et développement dans les entreprises. Euh, donc, c'est un vrai plus. Après les écoles d'ingénieurs, il y en a qui vont plutôt aller se rediriger vers des carrières d'enseignants et donc parfois vont continuer, faire un an d'études pour préparer au concours de l'agrégation par exemple ou du CAPES. Donc ça aussi c'est possible. Mais voilà, dans le système universitaire français, européen et peut-être même international, c'est le système LMD, hein, licence, master, doctorat. Le doctorat est le plus haut niveau qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc le niveau ingénieur, c'est le niveau bac plus 5, donc il reste 3 ans d'études potentiellement derrière. Donc oui, et ça se fait généralement de manière assez facile. Le diplôme d'ingénieur, en général, ouvre ses portes. La plupart des grandes écoles d'ingénieurs ont ces labos de recherche qui accueillent les doctorants. Sinon, il faut aller trouver dans les universités les laboratoires qui permettent de faire ces thèses de doctorat. Bon, je vois qu'il y en a qui essaient d'écrire des questions. Je sais pas si. Ah, est-ce qu'il y a moins de chances d'intégrer une école d'ingénieur si on est redoublant en prépa? Ah, c'est une vraie question. Il existe, euh, il existe au concours une bonification pour les élèves qui sont inscrits pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. C'est comme ça que c'est présenté. Ça veut dire que celui qui redouble, pour certaines écoles, il a plus bonus. Donc effectivement, il a un peu moins de chances d'intégration. Mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. J'ai cité les arts et métiers qui recrutent 20% des élèves de la prépa PTS-IPT. Il n'y a pas cette bonification. Donc là, autant de chances. Et j'ai envie de dire, bah, quelqu'un qui est redoublant, il a plus de recul, il a acquis plus de compétences. Donc en fait, il a plus de chances d'intégrer que celui qui n'est pas redoublant. C'est pour ça qu'il y a ces bonifications aussi. C'est parce que bah, celui qui est redoublant, il a fait 2 fois la deuxième année. Donc il a quelque part accumuler plus d'heures d'enseignement, de travail, et donc il est plus à même de passer le concours. Et donc, et, et donc j'ai envie de dire, on a plutôt plus de chances quand on redouble. Donc en général, les étudiants, ils disent, tiens, moi j'ai pas eu l'école que je voulais, donc je vais redoubler pour l'avoir. Et vraiment dans l'objectif de l'obtenir, pas de se dire, ça va être plus dur l'année prochaine que cette année. Néanmoins, ça reste un concours, on ne sait pas ce qui peut arriver le jour du concours, mais on est mieux préparé quand on a déjà redoublé. Quand on fait une école d'ingénieur, on spécialise encore plus. Euh, Est-ce qu'on doit faire un choix de matière quand on obtient une place? Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui demandent effectivement à choisir un parcours. Parce qu'il y a certaines écoles, je pense au réseau Polytech par exemple, qui offrent vraiment beaucoup, beaucoup de voies avec des spécialités particulières. Et donc, bah, pour ces écoles-là, oui, on vous demande de choisir un parcours, de vous inscrire à un parcours. Pour les arts et métiers, pour en revenir à cette école, donc c'est l'inverse. Non, vous rentrez et du coup, vous êtes tous sur le même banc avec la même spécificité. La première année est commune à tout le monde et puis petit à petit, au fil des années, vous allez vous spécialiser. On voit qu'il y en a qui sont en train de quitter
la présentation en fonction de vos horaires. J'imagine que c'est peut-être la fin de l'heure chez vous. Écoutez, s'il y a d'autres questions, j'essaie d'y répondre. Sinon, bon, plus de questions. Plus de questions par ici. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas pour les questions, pour l'attention que vous avez portée à la présentation. Et puis, je vous souhaite bon courage pour tous ces choix de poursuite d'études à faire. Ah, il y a encore une question. Est-ce qu'il faut choisir la filière de prépa en fonction des écoles que l'on veut intégrer? C'est une bonne idée. Si on sait déjà l'école que l'on veut, le choix de la filière ou le ratio nombre de places par rapport au nombre de candidats est le plus favorable est une bonne idée. Et je précise bien le ratio nombre de places sur nombre de candidats. Typiquement, dans la filière MP, c'est généralement là qu'il y a le plus de places, mais il y a beaucoup plus de candidats. On est autour de 8000 candidats en MP, là où on est autour de 2500 en PT. Donc, bien regarder à chaque fois le nombre de places, le nombre de candidats, si on sait déjà l'école qu'on va intégrer. Mais voilà, pour ceux qui savent déjà, c'est une bonne chose. Bon, mais écoutez, je vous souhaite à tous bonne continuation. Et puis, j'espère vous voir aux portes ouvertes. Et sinon, au revoir.